France, vous avez longtemps enseigné, je crois à partir de 1981, à l'Académie Charpentier, puis aux arts décoratifs. Moi, j'ai l'impression que quand on fait une peinture très personnelle comme la vôtre, une peinture dans laquelle vous vous engagez, et qui n'est pas une peinture démonstrative, qui n'est pas une peinture qui applique une théorie, l'âme même de l'artiste qui l'a faite, l'a exécutée, l'a conçue, ça doit être très difficile d'enseigner. Comment ça peut se passer? Alors, j'ai adoré cette période-là, je le dis tout de suite, je dirais que ça m'a conforté dans mon histoire d'artiste. C'est vrai que lorsque on se retrouve dans des ateliers comme ça d'élèves qui sont déjà des adultes, et donc exigeants, qu'on leur donne un sujet qui doit déjà être un sujet qui les gratte un peu, et que lorsqu'ils commencent à faire leur recherche, qu'on passe derrière eux, qu'on parle à chaque fois de leur démarche, et qu'il n'est pas question justement d'imposer quelque chose parce qu'on ne les formate pas, on n'est pas en train de faire des clones. Mais au contraire, on essaie de se positionner tout à fait dans leur démarche, de la prolonger jusqu'à ce qu'ils puissent aboutir au mieux de ce qu'ils peuvent faire. Et je dirais que pour l'enseignant, mais c'est d'un enrichissement extraordinaire. C'est-à-dire qu'on devient, d'abord notre gamme sensible s'élargit considérablement, on devient très ouvert à toute forme d'expression dans la mesure où elle est sincère et que la technique suit quand même, il y a un minimum, mais qu'il y a une personnalité qui s'affirme derrière ça. Je dirais que même encore maintenant, ça me sert peut-être à juger mon époque. Je vois tout de suite à quel moment c'est du bluff, c'est de la mode, et souvent tout ça est mis en épingle, alors que ça ne mérite pas tant. Il y a pourtant de très grands artistes autour de nous. Là, vous êtes en train, si je peux me permettre de vous couper, de bifurquer sur la situation dans laquelle nous sommes, à partir de vos étudiants, dont vous précisez quand même que, c'était, puisque maintenant, je crois que vous avez cessé d'enseigner depuis quelque temps, 3 ans. Peu de temps en tout cas, c'était des adultes, de jeunes adultes, et eux étaient, disons, sincèrement engagés dans leur création et ne vous apparaissaient pas comme des petits opportunistes cherchant les bons moyens de s'imposer dans ce jeu, dans ce triple jeu, dit la sociologue Nathalie Henich, de l'art contemporain. À partir du moment où un élève commence à avoir un contact avec l'enseignant à propos de ce qu'il fait, il donne de lui-même des informations incroyables. On est en pleine humanité. Et là encore, ça m'a été très profitable. Alors nous sommes dans votre atelier du Frigo, un lieu très connu à Paris, quasi magique, qui a une longue histoire. En plus, on est au 5e étage, ce qui complique la vie de ceux qui viennent vous rendre visite. Et puis on est récompensé dès l'arrivée parce que vous avez assez de place pour montrer vos tableaux anciens et tableaux en cours. Nous sommes devant des œuvres que vous qualifiez, je crois, de sous-bois. Ça fait suite à vos forêts. Et puis avant, il y avait les chantiers, etc. Alors, puisque nous sommes devant ces sous-bois qui sont tout frais là, et d'où ça vient et surtout, mon Dieu, comment vous les avez exécutés, comment vous les avez faits? Alors, je vais vous dire tout ça, mais avant tout, je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Bon. Je crois qu'on est tous à un moment ou à un autre intéressés par la forêt. Alors, peut-être est-ce que c'est une question d'âge, je ne sais pas. Mais la forêt, c'est quand même ça remonte très loin dans l'histoire humaine. C'était quand même le 1er avril de l'homme. Et on est tous un peu touchés par cette histoire de la forêt qui nous donne un sentiment d'éternité. Alors, comment ça s'est imposé? Moi, je ne peux pas vous le dire. Je peux vous le dire parce que je suis dedans. Quand on est dedans, c'est difficile d'en parler. Je peux vous parler de la technique, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Moi, j'adore parler de la technique. Et je pense que les gens aiment bien ça, que ça les rassure en même temps. Et puis, c'est très important parce que la technique mène à l'imaginaire et inversement, l'imaginaire ramène à la technique. Je commence par maculer la toile d'un espèce de dripping. Voilà. Ça, c'est constant. Constant, c'est le départ. Une sorte d'expressionnisme abstrait pour commencer. Complètement abstrait pour commencer. Ça donne de la chair à l'histoire. Bon. Ensuite, je peux intervenir, soit par des lectures de tâches, ou je ne sais pas, mais l'imaginaire à ce moment-là ne peut fonctionner alors qu'il ne peut pas avant. Le blanc ne me dit rien. Alors, tous ces feuillages qui en fait se superposent, se mélangent. J'ai travaillé au biberon. Alors les biberons, il faut savoir ce que c'est. Ce sont des pots de peinture qui se terminent un peu comme des biberons. Je travaille de journée en journée.
Et puis, je ne sais jamais comment va se terminer la toile. C'est-à-dire que j'ai une idée, une vague idée de départ, mais que le résultat ne correspond pas à l'idée que j'ai eue au départ. Autrement dit, pendant que ça se passe, il y a plusieurs chemins qui se présentent, parce que j'ai des gammes de hasard que j'essaye d'utiliser. Et souvent, je prends des chemins que je n'ai pas prévus du tout au départ. Voilà. C'est une aventure tout le temps. Comme toujours, dans ces sous-bois, ils sont habités par des feuillages, des troncs, et puis jamais par des figures. Non, j'ai beaucoup travaillé la figure aussi, mais j'ai complètement abandonné. Montrer des visages en plus pour dire que j'ai tel état d'âme ou tel état d'âme, finalement ça n'a aucun intérêt. Je pense que quand on regarde ces forêts, on sent bien qu'elle est un peu inquiétante. Si je dis, et là c'est pas moi je ne fais que répéter ce qui a été écrit, si je dis que c'est un autoportrait permanent, bon, je l'enfonce des portes ouvertes, mais c'est bien vrai. La forêt, le sous-bois, c'est vous. Oui, parce que c'est une bonne raison de peindre. Nous parlions tout à l'heure de votre disons, persistance farouche à rester peintre, à faire de la peinture dans un temps, dans une période de l'histoire qui n'est pas très favorable à la peinture, sauf exception, et des exceptions sur lesquelles parfois il y a beaucoup à dire. C'est une souffrance pour vous de voir cette espèce d'éloignement de la peinture par, disons, les institutions, par les collections, par la mode, disons, un grand mot, la mode aujourd'hui? Ou est-ce que, puisqu'on vous a laissé peindre et qu'on ne vous a pas condamné à faire autre chose, vous avez trouvé quand même votre bonheur dans la peinture, sans amertume? Je n'ai absolument aucun état d'âme là-dessus. Voilà. Je juge ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas très complaisante, mais je reconnais qu'il y a des gens qui ont du talent. Quand j'ai enseigné, j'étais dans des jurys où sur le même sujet, on jugeait des élèves qui faisaient de la vidéo, de la gravure, de la peinture, de la photo. Ce qui me fait vibrer, moi, c'est la matière que demande la peinture et les exigences de la peinture. J'ai toujours pensé que la peinture était un exercice périlleux, et ça m'attire. C'est vrai que toute la vie, on court après un tableau qu'on ne fera jamais. C'est jamais fini. Mais c'est quand même une histoire qui a de l'épaisseur. Je n'ai absolument aucune aigreur d'estomac vis-à-vis de ceux qui ont du succès et qui travaillent tout à fait autrement. Un de mes amis, qui s'appelle Henri Cueco, dit que la peinture permet de dire certaines choses qu'on ne peut dire que par le moyen de la peinture. La peinture est là et elle restera longtemps là parce qu'on ne peut pas dire certaines choses sans elle. Est-ce que vous savez ce que vous voulez dire avec votre peinture? Ou est-ce que c'est de l'ordre de l'indicible et c'est bien pour ça que vous peignez, sinon vous feriez des romans ou des films? C'est de l'ordre de l'indicible. Si on s'engage dans des voies comme ça, il faut bien savoir que c'est parce qu'on a parfois des difficultés à dire les choses les plus importantes qui vous habitent, autrement qu'en peinture, ça ne passe pas dans les mots. Voilà. Et cependant, vous avez, pour une bonne part de votre œuvre, de votre carrière, vous avez accepté le décoratif, vous avez travaillé dans des lieux publics, vous êtes intervenu dans des lycées, dans des crèches, dans des hôpitaux, une grande décoration monumentale de vous dans l'espace des Halles, des anciennes Halles. Aujourd'hui. Il y a une fontaine qui d'ailleurs risque d'être démolie puisque. Et oui, il y a des travaux prévus. Qui est en train de valser là-bas. Et donc ça n'est pas incompatible avec votre art de peindre. Alors pas du tout. D'abord, il faut savoir que j'ai une formation d'architecte d'intérieur. Donc j'ai souvent travaillé avec les architectes, j'ai souvent fait des colorations de quartiers entiers dans les villes nouvelles. C'était du gagne-pain parce que vous savez, faire de la peinture, c'est gentil. Mais vous voyez les formats que je fais. Je fais des très belles expositions. Mais de là à en vendre tous les jours, il ne faut pas rêver. Donc il faut accepter aussi de s'assumer complètement financièrement. Il faut s'offrir cette peinture. Personne ne vous fait de cadeau. Donc j'ai effectivement fait des travaux dont je n'ai pas honte du tout. Parce que j'avais besoin de travailler aussi. Bien sûr, vous avez bien raison de dire que vous n'avez pas honte, puisqu'on y reconnaît votre patte, on y reconnaît votre style. Voilà, tout à fait. C'est incontestablement du Mitrofanov au premier coup d'œil. Voilà. Donc, ce n'est pas pour vous accepter des contraintes insupportables. Pas du tout. Vous avez été libre. Complètement libre. Architecte avant d'être peintre.
Donc, cette formation d'architecte d'intérieur qui est restée, qui m'a donné ce souci de la composition. Et parfois de la composition même très rigoureuse que l'on retrouve tout à fait dans mes forêts sombres. Le chantier, c'est en principe la reconstruction donc, du quartier, mais ça représentait le moment immobile entre la période où on vient de détruire et on reconstruit. Et ce qui est très extraordinaire, c'est qu'au moment où je travaillais sur ces toiles-là, je construisais et puis je détruisais. Et on voit encore les traces de destruction. On voit les traces de destruction là. Et je reconstruisais par-dessus, et je redétruisais, et je reconstruisais. Autrement dit, la manière de travailler ces toiles-là correspondait parfaitement à l'histoire que je racontais. Cette période des chantiers a correspondu à l'époque où je me suis installée dans cet atelier des frigos, et le 13e arrondissement était complètement en reconstruction. C'est-à-dire que c'était un champ vide, et la construction a commencé d'une manière sauvage. Autrement dit, il me semble que le chantier est rentré dans l'atelier avec sa poussière, avec son bruit, et ça a donné des toiles qui, à mon avis, étaient très marquées par le quotidien que je vivais. Pour revenir à l'aspect décoratif des choses, vous savez, c'est devenu quelque chose de péjoratif, mais le décoratif, ça a toujours existé dans l'architecture. Nous sommes d'accord, Matisse défendait le mot même de décoration. Tout à fait. Pour lui, c'était la noblesse de l'art. Tout à fait. Mais vous savez bien que nous vivons dans un temps où le mot beauté est un mot quasiment obscène, qu'on ne doit pas employer, et notamment émotion. Dans le domaine de la critique d'art en particulier, c'est rédhibitoire. Complètement. On apparaît comme quelqu'un d'un petit peu conservateur, pour ne pas dire ringard. Oui. Eh bien, vous reconnaissez que vous pouvez susciter dans le regard de celui qui est devant vos tableaux un effet de beauté. On a vraiment le sentiment d'intemporalité. Oui. Vos forêts ne sont pas datées. Pas du tout. D'ailleurs, il y a des saisons, c'est vrai, il y a des saisons chez vous. On distingue nettement qu'on est en hiver ou en été, mais mis à part ce cycle saisonnier qui vous intéresse, ce n'est pas évident de représenter une forêt sous la neige. J'en ai une devant moi, qui est un tableau qui techniquement est magistral. Alors, voilà. Est-ce que votre savoir peindre, votre excès de technicité ne vous jouerait pas des tours? La technicité, on l'a, c'est bien, et puis il faut l'oublier. Au moment où je peins mes forêts blanches, j'ai fait toute une série sur les forêts blanches. Et ça, c'est l'idée que je me suis faite des forêts de ma mère, qui était née en Russie et qui m'a toujours parlé de ces forêts blanches, avec des mots qui m'ont touchée apparemment. Quand je suis allée voir ça en Russie, c'était beaucoup moins bien d'ailleurs. La manière dont elle en parlait, et je pense que j'ai traduit parfaitement son discours. Ces forêts qui s'enfonçaient dans la brume, toujours la toile par terre. Pourquoi est-ce que je joue avec toutes ces gouttes? C'est parce que je me dis que quand elles s'enfoncent dans la brume, c'est quoi la brume? C'est des petites gouttes minuscules. Il suffit de les grossir, ça donne ça, non? Ça donne ça, comme vous dites, et c'est de la peinture. Oui, et c'est de la peinture. Et c'est de la peinture, et c'est l'essentiel. Et c'est l'essentiel. Merci, France Mitrofanoff. D'ailleurs, je suis née de l'abstraction, et tout ce fond-là, qui est quand même très travaillé, il ne faut pas croire que c'est fait n'importe comment. C'est une peinture abstraite complètement gestuelle. La forêt apparaît tout d'un coup. Je fonce le haut et j'éclaircis le bas, parce que ça donne une idée de vertige, comme ça, de chute. Et c'est beaucoup plus impressionnant que d'aller dans le sens de le ciel en haut, la terre en bas. Quand la lumière vient d'en bas, on se sent basculer. Je décide qu'une toile est terminée quand je peux la regarder sans inquiétude. Voilà.